C'est à l'automne 1760 que Vaudreuil, dernier gouverneur de la Nouvelle-France, capitule à Montréal. Il constate alors que la Nouvelle-France n'a plus aucune chance de gagner la guerre et que continuer de combattre serait inutile. Chez les Britanniques, c'est le général en chef Geoffrey Amherst qui représente le roi de la Grande-Bretagne. Commence alors une période un peu particulière dans notre histoire, qu'on appelle le régime militaire. À ce moment, personne ne connaît l'issue de la guerre en Europe. En attendant un traité de paix qui va sceller le sort définitif de la Nouvelle-France, les Britanniques vont devoir administrer le territoire de façon provisoire. Amherst confie à 3 gouverneurs militaires le contrôle de l'ancienne Nouvelle-France. Parmi ces gouverneurs, on peut nommer James Murray, qui est responsable du district de Québec. Les Canadiens, quant à eux, doivent respecter certaines conditions. Ils ne seront pas déportés comme les Acadiens l'ont été, et peuvent donc garder leurs terres, mais ils n'ont le droit de les vendre qu'à des Britanniques. L'armée et la milice doivent cesser tout combat et remettre leurs armes, tandis que la population en général doit prêter un serment d'allégeance et de fidélité au roi de la Grande-Bretagne. Peu de temps après la conquête, la colonie étant dorénavant coupée de la France, le contrôle de l'économie échappera aussi aux Français. On voit arriver dans la colonie des aventuriers et des marchands qui sont originaires de Grande-Bretagne ou des 13 colonies. Arrivés avec une attitude de véritables conquérants, ils sont venus s'installer dans l'espoir d'exploiter les ressources de la colonie et de faire fortune dans le commerce, surtout le commerce des fourrures. Il faudra finalement attendre 3 ans pour connaître le sort qui est réservé à la Nouvelle-France. Les puissances européennes en arrivent enfin à un accord de paix. C'est ce qu'on appelle le traité de Paris. Ce traité va confirmer la fin de la Nouvelle-France puisque tout le territoire, sauf les îles de Saint-Pierre et Miquelon, sont concédés à la Grande-Bretagne. C'est donc confirmé, et il y a bel et bien un changement d'empire. En 1763, le traité de Paris aura confirmé que la Nouvelle-France appartient désormais à la Grande-Bretagne. La même année, le roi Georges III va émettre ce qui est notre première constitution, la Proclamation royale. Il donnera aussi ses instructions sur la manière de gouverner la colonie. Ces directives visent à donner à l'ancienne Nouvelle-France des institutions semblables à celles des autres colonies britanniques. Plusieurs vont accuser, avec ces changements, la Grande-Bretagne de vouloir assimiler les Canadiens. Le premier changement notable, c'est d'abord le nom du territoire. On ne dit plus Nouvelle-France puisque le territoire n'appartient plus à la France, mais plutôt Province of Quebec. Les limites de la colonie sont ramenées à peu près à la vallée du Saint-Laurent, là où vit la majorité de la population canadienne. Cependant, ce sont bel et bien les Britanniques qui détiennent l'autorité, puisqu'un gouverneur, James Murray, est nommé pour administrer la colonie à partir de Québec. Celui-ci détient la majorité des pouvoirs et gouverne par ordonnance. Pour l'assister dans sa tâche, il met en place un conseil dont il choisit les membres. La proclamation royale prévoit aussi qu'il doit y avoir une chambre d'assemblée élue par la population dès que possible. Celle-ci aurait comme pouvoir de voter les lois. Cependant, les premiers gouverneurs ne vont pas la mettre en place, jugeant que le moment n'était pas opportun. Il faudra attendre encore une trentaine d'années avant que celle-ci ne voie finalement le jour. Les lois appliquées, quant à elles, seront modifiées. Les lois civiles et criminelles françaises du régime français seront remplacées par des lois britanniques. Le gouverneur Murray reçoit aussi d'autres directives qui concernent la religion entre autres. Ainsi, pour pouvoir obtenir un poste politique ou de fonctionnaire dans la nouvelle administration, il faudra être protestant. Pour le prouver, il faudra prêter le serment du test. Celui-ci équivaut, pour un catholique, à renier sa religion. Le clergé catholique réagit mal à cette mesure, tout comme il est craintif devant la création d'écoles protestantes, ainsi que la non-reconnaissance du clergé catholique, qui l'empêche de faire venir de nouveaux prêtres dans la colonie, ou encore de percevoir la dîme. Le gouverneur Murray constate bien qu'il devra faire plusieurs concessions aux Canadiens, qui représentent la vaste majorité de la population. Par exemple, il va tolérer l'application des lois civiles françaises dans certains cas, malgré leur abolition, et nommer dans son conseil des gens qui sont favorables aux Canadiens. Il va aussi permettre à des personnes qui n'ont pas prêté le serment du test d'obtenir des postes dans le domaine de la justice, tout comme il sera permissif envers le clergé catholique. Ces différentes mesures de conciliation vont déplaire à la minorité britannique de la colonie, qui va exiger
et obtenir le renvoi du gouverneur Murray. Il sera remplacé par Guy Carleton qui fera le même constat. Il est impossible d'appliquer à la lettre la proclamation royale dans une colonie dont la majeure partie de la population demeure francophone et catholique. Pendant ce temps, dans les 13 colonies, la révolte est imminente. Depuis la fin de la guerre de la conquête, une série de taxes imposées par la Grande-Bretagne aux 13 colonies suscite de plus en plus d'animosité. La Révolution américaine se prépare et pour éviter que la province de Québec ne soit tentée d'user du même moyen pour arriver à ses fins, la Grande-Bretagne calcule que d'officialiser les compromis que James Murray et Guy Carleton ont fait aux Canadiens pourrait leur assurer leur fidélité. Ce sera chose faite en 1774, quand l'Acte de Québec sera adopté. Celui-ci est en fait une constitution qui vient enlever aux Canadiens les irritants de la proclamation royale. La première mesure concerne le territoire, qui est passablement agrandi. En fait, la province de Québec gagne toute la région des Grands Lacs et une partie de l'Ohio, tout comme le Labrador. Le droit civil français est rétabli pour de bon, tout comme il est confirmé que le régime seigneurial est maintenu, ce qui va plaire évidemment aux seigneurs. Le système politique reste toutefois le même, avec un gouverneur qui sera assisté d'un conseil, qu'on nomme maintenant conseil législatif. Il n'y aura toutefois pas de chambre d'assemblée. De plus, un irritant pour les catholiques, le serment du test est aboli, ce qui permet aux Canadiens d'obtenir des postes dans l'administration de la colonie. Le clergé, quant à lui, se montre satisfait de voir la religion catholique enfin reconnue, ce qui lui permet de percevoir la dîme. Pour les 13 colonies, l'Acte de Québec est une loi intolérable. Après avoir attendu en vain des Canadiens une réponse à leur invitation à se joindre à leur mouvement, les 13 colonies ont décidé de procéder ni plus ni moins qu'à l'invasion de la province de Québec. Pour la première fois depuis la conquête, les Britanniques ont l'occasion de savoir si les Canadiens seront fidèles à leur nouveau roi. Le clergé et des seigneurs, déjà satisfaits des mesures de l'Acte de Québec, amènent une bonne partie des Canadiens à rester neutres pendant l'invasion des 13 colonies. La Révolution américaine n'a pas qu'amené l'indépendance des États-Unis. En fait, elle a eu plusieurs impacts dans la province de Québec. Bien que les Canadiens gardent les acquis de l'Acte de Québec, les choses ne seront quand même plus jamais les mêmes. Pour comprendre ces différents changements, il est bon de rappeler que la guerre d'indépendance américaine a opposé deux camps dans les 13 colonies. Ceux qui veulent l'indépendance, que les Britanniques appellent les insurgés, ainsi que ceux qui sont restés fidèles à la Grande-Bretagne, les loyalistes. Selon ces derniers, faire des États-Unis un pays distinct de la Grande-Bretagne est en soi un acte de trahison. La guerre est une victoire pour les rebelles. En 1783, un traité qui porte le même nom que notre traité de Paris sera signé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour confirmer qu'ils obtiennent leur indépendance. Or, depuis le début de la guerre, plusieurs loyalistes n'acceptent pas de vivre dans un pays qui a été infidèle au roi de la Grande-Bretagne. Ils seront plusieurs, surtout après l'indépendance américaine, à quitter les États-Unis pour aller sur des territoires appartenant toujours à la Grande-Bretagne. Il faut dire que plusieurs d'entre eux n'étaient plus les bienvenus non plus. Encouragés par les primes que le roi leur verse, environ 6000 d'entre eux feront le choix de venir s'établir dans la province de Québec. Les autres iront s'établir ailleurs, dans l'Empire britannique, comme par exemple en Nouvelle-Écosse. La composition de la population de la province de Québec sera bouleversée. Toujours minoritaires, les anglophones sont maintenant beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient. Cependant, les loyalistes s'acclimatent mal à l'Acte de Québec, qui reconnaît le régime seigneurial et la religion catholique, et vont réclamer rapidement des changements à celui-ci, notamment par l'ajout d'une chambre d'assemblée. L'autre impact de l'indépendance des États-Unis, c'est la redéfinition des frontières de la province de Québec. Le territoire de la colonie a été amputé au sud par la perte de tout le sud des Grands Lacs, qui appartient désormais aux États-Unis. Les Grands Lacs, quant à eux, sont partagés en deux, sauf le lac Michigan qui appartient au complet à notre voisin du sud. Ces modifications territoriales auront un impact important sur l'économie.
En fait, depuis 1763, peu de choses avaient changé au point de vue économique. Comme du temps de la Nouvelle-France, la majeure partie de la population de la province de Québec vit d'agriculture. On retrouve aussi une population qui vit de pêche, surtout dans l'est de la colonie. Cependant, c'est toujours le commerce des fourrures qui demeure le principal produit d'exportation de la colonie vers la Grande-Bretagne. Avec le changement d'empire, le contrôle de cette activité économique est passé des marchands français aux marchands britanniques. Avec l'indépendance américaine, ce commerce des fourrures va toutefois devoir se déplacer vers l'ouest, étant donné que le sud des Grands Lacs, un bassin important pour les fourrures, appartient désormais aux États-Unis. Décidément, avoir un nouveau voisin, ça amène plusieurs changements.